Au sommaire de cette édition BFM 2020, les épreuves du brevet de fin d'études moyennes ont débuté ce matin sans faute, selon le ministre de l'Éducation nationale qui était à Thiès. Gestion des inondations, l'agence de développement municipal et ses partenaires en mode fast track pour accélérer la phase 2 du projet. Le projet de gestion des eaux de pluie. À Diamniadio, les jeunes accusent des entreprises privées d'être à l'origine des inondations avec la complicité de la mairie. Nous irons également à Saint-Louis pour nous rendre compte de l'état d'avancement des opérations de lutte contre les inondations là-bas. Achèvement de la grande mosquée de Tivaouane, vaste opération de mobilisation de fonds ce soir via un téléthon. Prétexte pour nous intéresser au modus operandi des appels à la solidarité publique. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane Niango. Mali, les résultats des concertations nationales divisent le M5 RFP déçu de la charte de transition et de la feuille de route, la junte attendue demain à Accra. Au Niger, le ministre de la Défense conteste les conclusions de la Commission nationale des droits humains sur les massacres d'Inatest, massacres qui avaient fait 71 morts. La CNDH accuse des éléments de l'armée d'être responsables de ces tueries de civils. À tout à l'heure, Georges, pour le développement de tous ces titres. Les titres sport avec vous, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Organisation de la Coupe d'Afrique de beach soccer au Sénégal. Le président de la commission du football spécifique, Oumar Guerniaï, opte pour une organisation en 2021. Début de la première ligue anglaise, Chelsea entre en jeu ce soir. Les Blues vont défier l'équipe de Brighton. 14 septembre 2004, 14 septembre 2020, 16 ans que disparaissait Feu Mawad Ouad. Les Saint-Louisiens, formés par le technicien saint-louisien, se souviennent. Le développement dans le journal des sports. L'actualité de la pandémie de Covid-19 Coronews sera présentée par Koumba Sandiane Faye. Et puis, il y aura notre rubrique quotidienne Point de vue. L'économie du Sénégal est le spectre d'une croissance négative à cause de l'épidémie de Covid-19. Quelles en seraient les conséquences et surtout comment amortir le choc ? Mais allons d'abord à Matam, où le fleuve continue de menacer les exploitations agricoles de la vallée et désormais des infrastructures essentielles, comme ce pont qui relie Diamel à Matam. Les autorités envisageraient même de fermer l'ouvrage à la circulation. Ali Bandelnian. Avec plus de 8,39 m, la station de Matam, le fleuve Sénégal a fini de dépasser sa cote d'alerte. Surtout le long du Dandemayo, toutes les localités sont aujourd'hui envahies. Même si les dégâts ne sont pas encore énormes, la menace est bien là. À l'heure actuelle, le niveau de l'eau n'est qu'à quelques centimètres pour s'emparer de la dalle du pont qui relie Diamel à Matam. Selon certaines indiscrétions, les autorités administratives locales s'apprêteraient même à fermer l'ouvrage au trafic. Au niveau des périmètres rizicoles, des hectares sont déjà engloutis. Au moment où les choses se compliquent dans le Dandemayo avec un fleuve qui a quitté son lit naturel, les pluies continuent de tomber sur Matam. Des pluies qui aggravent la situation à Sinthiou Bamambé, à Djella, à Waoundé et à Ourossogui, pour ne citer que ces localités-là. Avec les effondrements qui se poursuivent, le département de Kanel est aujourd'hui à 1500 familles sinistrées, déplacées. Des sinistrés qui ont reçu l'appui du député maire de Orkadjéré avec des matériaux de construction, des produits désinfectants et de la présidente de la Fédération des femmes qui a déployé des matelas et des motopompes à Sinthiou Bamambé. D'où la nécessité et l'urgence pour le gouvernement de réagir pour sauver ces familles. Matam, Ali Bandelnian, RFM. À Saint-Louis, malgré les motopompes déployées par la commune, l'État et les bonnes volontés sur le terrain, les populations sont toujours dans le désarroi dans plusieurs quartiers de la vieille ville, dont Darou, Diaminar, Sitegnar et Pikine, ainsi que Guinaouraï. La pluie d'hier est passée par là et le sinistre est encore plus grave car le réseau de l'ONAS est loin de satisfaire les habitants de certains quartiers qui se disent exposés au péril fécal. Reportage Mohamed Nabissila. À Guinaouraï, comme dans beaucoup d'autres quartiers inondés, les motopompes fonctionnent. Et cela est loin de satisfaire les populations, car l'eau revient toujours. Makodou Fall exprime son impuissance devant cette situation. C'est une situation difficile ici à Guinaouraï, c'est le même cas à Diamina, malgré les efforts fournis. Même si les motopompes fonctionnent, l'eau revient toujours.
Le même constat est fait à Darou. Zumba déplore la situation et explique que le réseau de l'ONAS n'a pas fonctionné, raison pour laquelle ces populations sont exposées au péril fécal. Mais d'abord, il y a deux problèmes. Le problème, c'est d'abord un déversoir. Nous pompons l'eau, on ne sait pas où le mettre. L'eau que nous versons juste dans des rues, cette eau-là revient parce que la nappe, elle monte. Le fleuve, il est en crue un peu partout. Maintenant, l'autre problème, ce sont les canaux domestiques qui ne partent pas. Si l'ONAS ferme ces canaux-là, ou bouche ces canaux-là, ou n'arrive pas à déboucher ces canaux-là, ça c'est un problème. On est exposé au péril fécal. Donc si on en parle aujourd'hui avec cœur, avec cet élan-là, c'est pas pour nous, c'est parce que nous cherchons à protéger nos familles, parce que nous avons des familles. À Médina Marmia, l'eau a envahi plusieurs maisons, faisant beaucoup de sinistrés. Mbaïnian est le vice-président du conseil de quartier. Les motopompes ont été convoyées dans le quartier. Des efforts importants ont été fournis pour pouvoir évacuer l'eau qui se trouve dans les maisons. Mais avec la dernière pluie qui s'est abattue dans la ville hier soir, nous nous sommes rendus compte que tous ces efforts-là étaient vains. Les maisons sont actuellement très inondées, les rues également sont impraticables, la situation des sinistrés également est très déplorable. Aujourd'hui, une synergie des actions est constatée depuis le déclenchement du plan Orsec, mais le problème reste entier dans plusieurs quartiers où la nappe phréatique affleure et le réseau de l'ONAS est défectueux, causant beaucoup de dégâts pour ces populations sinistrées. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Ici à Dakar, les jeunes de Diamniadio Nord, quartier le plus touché par les inondations cette année, dans la commune de Diamniadio, accusent les usines implantées à côté de leur localité d'être à l'origine de cette situation. Face à la presse, ils déplorent une absence d'études d'impact environnemental. Écoutons Mayacine Diop, leur porte-parole au micro d'Abdou Diouf Diagne. L'eau, il parlait sur son cursus normal et 3 heures de temps après, on a vu que l'eau a disparu. Maintenant, il s'est fait que depuis l'installation des deux usines, à savoir Tamu Fission et Delphinus, ils ont paré automatiquement là où passaient les eaux pluviales. Ces eaux-là, maintenant, ils ne peuvent plus poursuivre le circuit et les eaux sont retournées vers la population et une partie des cimetières, il y a même des tombes qui sont affaissées là-bas. Il y a un axe de la route qui passe devant la maison du chef de quartier. Là, techniquement, on sait que si tu draines une voirie, il doit y avoir des canalisations d'eau pluviale. Et on a observé là-bas qu'il y a une pente seulement longitudinale qui traverse Diamniadio Nord et qui déverse directement sur les cimetières. L'autre aspect, c'est au niveau des deux usines, à savoir Tamu Fission et Delphinus. Il y a une section de caniveau qui avait commencé en amont, qui avait une dimension bien déterminée avec 10 mètres comme ça, mais on a retrouvé qu'au niveau de l'intersection des deux murs, la section du caniveau s'est diminuée, ce qui retient l'écoulement des eaux par rapport aux quantités de pluie qui revient là-bas. Et ce qui fait que l'eau retourne directement au niveau des populations. Le dallo qui se trouve au niveau de Khelkomba, au niveau de la gendarmerie, tout récemment, lors des dernières pluies, on a dit que la route nationale est coupée en deux. Mais ce n'est pas ça, c'est le dallo qui était là-bas qui laissait passer les eaux pluviales que Khelkomba a installé son base là-bas. Il a fait des remblais énormes et ce qui retenait l'eau de passer son circuit. Tout ça, on indexe la municipalité parce que lors de l'implantation des usines, c'est eux qui devaient arriver sur les sites, faire les impacts environnementaux et sociaux pour pouvoir déterminer et exiger à l'entreprise qui s'installe de lui donner des plans adéquats pour pouvoir évacuer les eaux pluviales en temps de pluie. Et ça n'était pas fait. Écoutons à présent la réaction de la mairie de Diamniadio. Elle dément les allégations de Diamniadio Nord et précise que l'implantation de ces usines est antérieure à l'érection de Diamniadio en commune. Le chef des services techniques de la mairie de Diamniadio, Aronongom, est joint par El Haj Ndiogoudienne. Ce n'est pas toute la population de Diamniadio Nord, c'est une partie de la population de Diamniadio Nord. Ça c'est le premier constat à faire. Le second constat, c'est que en fait, la commune de Diamniadio ne réalise pas des études d'impact environnemental et social. Les études d'impact environnemental et social sont réalisées par les promoteurs, donc en étroite collaboration avec la direction de l'environnement et des établissements classés. La commune de Diamniadio ne participe qu'en tant que collectivité à l'organisation de l'audience publique pour la validation donc, du rapport d'études d'impact environnemental et social. Donc, ce n'est pas à la commune de Diamniadio de réaliser les études d'impact environnemental et social. Ça, je tenais quand même à le rectifier. La seconde chose, c'est que en fait, ces usines-là se sont installées sur le site en 1998. C'était bien avant même que la commune de Diamniadio ait été créée. Je crois que même dans leur élément, ils reprennent cela. Ils ont clairement expliqué que ces usines se sont installées là-bas depuis 1998. En 1998, Diamniadio n'était pas encore érigé en commune. Ce n'est qu'en 2002 que Diamniadio a été érigé en commune. Les ouvrages qui ont été réalisés au niveau de ces usines-là ne l'ont pas été par la commune de Diamniadio. Donc, moi, je crois que quelque part, c'est nous tenir un mauvais procès que de considérer que c'est la commune de Diamniadio qui est responsable de ces inondations. En tout cas, pour lutter contre les inondations dans la banlieue, les partenaires économiques, techniques et sociaux entament une rencontre ce lundi. L'objectif est d'accélérer la deuxième phase du projet
de gestion des eaux de pluie et l'adaptation au changement climatique, le PROGEP. Selon le directeur de l'agence de développement municipal, Cheikh Issa Sall, ce projet est l'une des solutions pour lutter contre ces inondations. Abdourahmane Diallo. Les inondations ont poussé le chef de l'État Macky Sall à demander l'accélération de la formulation de la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Les travaux démarrent cette semaine, selon Cheikh Issa Sall, directeur général de l'agence de développement municipal. Nous avons déjà une réunion de lundi avec les partenaires techniques et financiers pour accélérer la formulation de la phase 2 du projet. Cette agence chargée de piloter le projet ajoute que ce projet consiste à mettre en œuvre le système de drainage des eaux pluviales. Le projet, c'est la solution définitive. Le projet, c'est le système de drainage qui ne fait que mettre vraiment en exergue ce projet Wolof-là qui dit que ndox du fàtte yoon. Souvent, on le fait sans avoir besoin de stations de pompage. C'est exceptionnellement qu'on réalise des stations de pompage. Le projet intervient pour la plupart dans la banlieue. Par contre, d'autres projets sont prévus pour le reste du pays. Il faut également savoir que la gestion des inondations, ça ne concerne pas que l'ADM. Il y a d'autres structures qui sont concernées, comme l'ONAS, comme l'APEX, comme la direction de la gestion des inondations, ou bien d'autres structures. Parce que le président de la République l'a voulu ainsi, a voulu aller vite, et c'est qu'une seule structure ne peut pas prendre en charge toute la problématique. La première phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique concernait les régions de Dakar et Saint-Louis. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Près de 79 000 candidats passent depuis ce matin l'examen du brevet de fin d'études moyenne. Ils sont répartis en quelques 1200 jurys et c'est dans la région de Thiès que le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a effectué la traditionnelle tournée des centres d'examen ce matin. Compte rendu, Chéranta Diop. Des instructions ont été données par le ministre de l'Éducation nationale pour un bon déroulement de l'examen du BFM. Mamadou Talla se dit très satisfait. On peut dire que c'est la dernière partie de nos examens pour cette année. Nous avons fait donc les examens du CFE, de l'entrée en 6e, du baccalauréat et on termine par le BFM et je suis revenu également à Thiès. Et on a fait le tour ensemble. Nous avons trouvé également des centres propres, des centres également où il y a tout ce qu'il faut en termes d'enseignants, de surveillants, de correcteurs, des membres du jury et également des conditions de sécurité qui ont été respectées. Ça a été respecté dans une école publique d'où nous venons et également ici dans une école privée. Les conditions en tout cas de travail sont excellentes. Depuis qu'on a commencé en tout cas, nous n'avons pas changé, nous n'avons pas varié. C'est un travail assez complexe qui va être réglé, dira le ministre de l'Éducation nationale, mais il constate qu'il y a un engagement sans faille des enseignants. Alors dire que c'est un examen extrêmement important où il y a plus de, disons, 79 000 candidats au niveau national. Nous avons pratiquement 13 épreuves communes. C'est beaucoup. Plus de 1200 jurys. Ce n'est pas du tout facile. C'est une organisation extrêmement complexe. 13 épreuves communes, donc c'est très difficile à organiser. Nous saluons en tout cas les organisateurs à la tête desquels nous avons le directeur des examens et concours. D'après certains élèves interrogés ce matin, les sujets sont pour le moment abordables. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Vous entendrez la réaction de certains candidats lors de nos toutes prochaines éditions. Dans le supérieur, la marche des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis s'est finalement arrêtée après l'étape de Louga. Une décision qui fait suite à des médiations. Les autorités de cette université ont pris l'engagement de satisfaire les doléances des étudiants. Ces derniers seront aussi reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur cette semaine. Écoutons Babacar Diong, membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Ce n'était pas aussi un défi pour nous ou une question de dire que nous étions des jusqu'au boutistes qui allaient faire une chose juste pour démontrer qu'on pouvait le faire. Non, c'était juste question de régler une question qui était sur la table des revendications. Et pour nous, il y avait deux conditions qui étaient établies dès le départ et qui pouvaient suspendre aujourd'hui ce mot d'ordre de marche. C'était que l'autorité interne, à savoir le recteur, puisse prendre un engagement formel sur le plan des reprises, avec un aménagement qui devait se faire au niveau des UFR. Et aussi
que le ministre de l'Enseignement supérieur puisse s'engager aujourd'hui à recevoir la coordination des étudiants de Saint-Louis, enfin, et de pouvoir changer d'interlocuteur, comme on a eu à le dire, et de discuter d'autres problèmes beaucoup plus graves de l'université. Maintenant, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de tentatives de médiation entre-temps. Beaucoup de personnes ont tenté aujourd'hui de régler le problème. Il y a eu des hommes religieux qui sont passés, il y a eu les repreneurs des restos, il y a eu d'autres délégations. Mais pour nous, c'était simple, il fallait un engagement formel. Nous ne pouvons plus nous suffire aujourd'hui de paroles libres qui étaient amenées par certains délégataires du recteur ou encore du ministre. Et c'est dans ce sens que hier, le directeur du CROUS a accepté de faire une intervention directe afin de dire que le recteur était prêt aujourd'hui à dialoguer au niveau des GFR, mais plus était prêt aujourd'hui à assister chaque délégué du FR devant son directeur afin que l'on puisse revoir aujourd'hui ce plan de reprise proposé et de pouvoir mettre les avis des étudiants. Mais de plus, le directeur a affirmé de la part du ministre qu'une rencontre allait être fixée avec la coordination. Donc pour nous, il n'était plus question donc, de marcher jusqu'à Dakar. Dans le secteur de la santé, les travailleurs de l'hôpital Abass Ndao en sit-in ce matin. Ils décrètent une journée de grève générale le jeudi 17 septembre prochain. Ils déplorent un mauvais fonctionnement de la structure et en plus des bâtiments en délabrement et des services à l'arrêt. Ils accusent le directeur et estiment que Mme Soham Wardini, la maire de Dakar, a fui ses responsabilités. Ndeye Kourasso, secrétaire général de la CNTS, section hôpital Abass Ndao, chargé de l'organisation de Andegesom au micro d'Awam. Depuis 3 semaines, nous avons constaté des dérives du directeur de l'hôpital El Hadj Maguette Seck. En effet, à un moment, il y a 4 services qui ont pris feu. C'est après que nous avons constaté qu'il avait installé ici, devant la pharmacie centrale, une machine qui produisait des pierres de pavage, alors qu'on chargeait la nuit dans des camions pour aller les revendre on ne sait où. Après ce constat, il y a la morgue aussi qui n'est pas fonctionnelle depuis 6 mois et qui est inondée même. Nous n'avons pas d'ambulance. Vous imaginez comme si nous étions en brousse, une infirmière sur une moto pour aller chercher du sang au centre de transfusion. Alors que nous avons une voiture de l'hôpital achetée par l'agent de l'hôpital et le directeur en a fait son bien. Et quelle est la réponse peut-être de la tutelle ou bien de la ville de Dakar par rapport à ce problème de l'hôpital Nous avons constaté qu'il a fui ses responsabilités. Parce que si elle ose appeler la RP pour lui demander de prendre service, ainsi que la RH, Mme Girassi, nous avons dit non. Peut-être qu'on les parachute, elle a remplacé le maire Khalifa Sall, mais est-ce qu'elle connaît très bien les droits des travailleurs? Nous avions déposé un préavis de grève qui est arrivé à son terme, alors nous avons dit que nous irons en grève le jeudi, Inch'Allah, et il y aura sitting aujourd'hui. Demain, éventuellement, il y aura point de presse. Nous attendons nos secrétaires généraux qui vont y prononcer. Et mercredi aussi, jeudi, il y aura grève. Et vendredi, nous allons nous rencontrer pour évaluer. Et nous amène à parler de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal avec le bilan du jour. C'est lundi 14 septembre. 852 tests ont été réalisés, dont 26 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,05%. 9 cas contacts et 17 cas de transmission communautaire. Aucun décès n'a été enregistré à ce jour. 14 306 cas ont été déclarés positifs, dont 10 563 guéris, 297 décédés et donc 3445 sous traitement. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Les travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane lancés officiellement ce soir à 21h à travers des plateaux de télévision synchronisés. En raison du Covid, il n'y aura pas donc de rassemblement. Le modus operandi des opérations de collecte de fonds pour financer la grande mosquée de Tivaouane, 2 spécialistes livrent leurs recettes. 2 formes de collecte sont admises, mais tous les 2 estiment qu'il faut privilégier les solutions digitales. Voici le dossier réalisé à ce sujet par Mohamed Ali Mouba. Pour collecter des fonds en vue de financer la construction de lieux de culte et d'infrastructures d'utilité publique, 2 méthodes s'imposent généralement. Mbaye Ao, économiste financier. C'est sur fonds propres ou bien sur emprunt, ou bien vous êtes au milieu, vous amenez une partie des fonds propres et vous empruntez une autre partie. Maintenant,
Au niveau des fonds propres, vous avez le choix entre ce qu'on appelle votre propre épargne que vous avez par rapport à vos ressources propres, ou bien si c'est communautaire, comme c'est le cas d'une mosquée, vous faites ce qu'on appelle un appel à l'épargne solidaire. Je pense bien que c'est une épargne populaire qui aurait permis de réunir l'ensemble des fonds pour achever les travaux de la grande mosquée de Tivaouane. À côté de ces deux solutions, la bonne vieille méthode traditionnelle, qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Karim Sissé, innovateur social. La méthode traditionnelle, il faut organiser la cérémonie de levée de fonds dans un espace déterminé ou bien envoyer des agents qui vont collecter des fonds. Et donc, tout le monde sait que ça présente un certain nombre de risques. Pour Karim Sissé, il faut opter plutôt pour la modernité, les solutions digitales. Il suffit d'avoir une plateforme qui a agrégé l'ensemble des solutions de paiement électronique et qui permet de collecter des fonds au Sénégal et à l'international 24/24, 7 jours sur 7. Et l'ensemble des fonds collectés sont versés dans un compte séquestre au niveau d'une banque que l'initiateur de la collecte de fonds aura au préalable mis en place. Et donc, au bout d'un certain délai, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez trouver l'ensemble des fonds collectés au niveau de votre compte bancaire avec toute la traçabilité. Serigne Babacar Sy Al Mansour, le khalife général des Tidianes, procède cet après-midi au lancement des travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane. Le coût de l'infrastructure n'est pas connu, mais le khalife a choisi de mobiliser la solidarité nationale en vue d'achever ce projet lancé il y a des décennies. Ce 14 septembre, anniversaire du rappel à Dieu de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, c'était le 14 septembre 1997. Un mot sur l'organisation du Gamou de Tivaouane. Sera-t-elle revue cette année du fait de la pandémie de Covid-19? Le coordonnateur de la cellule de communication rassure que le khalife des Tidjanes prendra ses responsabilités le moment venu et sa décision va tenir compte de la santé des populations. Hamid Sy, par ailleurs membre de la commission communication du comité de pilotage des travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane, était l'invité d'RFM Matin. Nous laisserons au khalife le choix d'informer les musulmans de la décision qu'il a prise par rapport à cette commémoration, tout en sachant que la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut se faire de mille manières. On se rappelle dans l'histoire quand Cheikh El Hadji Malick pour la première fois a décidé d'organiser cette commémoration à Tivaouane, ils n'étaient que deux et ce qu'ils avaient choisi c'était de se partager le Coran, lui et notre regretté El Hadji Mame Rawhan Ngom de Pal, pour justement montrer un peu leur façon de reproduire le modèle prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Cette reproduction peut se faire de mille manières et je crois que le khalife fera ce qui est nécessaire en toute responsabilité par rapport au contexte de la Covid. Cela est-il un indicateur quand on sait que les mosquées dont il a la responsabilité ne sont pas encore ouvertes? Évidemment, c'est Babacar Sy Mansour, que Dieu le soutienne dans sa mission, a toujours pris ses responsabilités de manière très tranchée, en toute responsabilité et en toute sagesse. C'est ce qu'il a fait lorsque la pandémie s'est déclarée au Sénégal en interdisant à la fois tous les rassemblements dans la communauté, mais également en fermant les mosquées. Et jusqu'à présent, cette indication qu'il avait donnée est toujours d'actualité au niveau des mosquées, aussi bien à Tivaouane qu'à Dakar. Et je ne doute pas un seul instant que prendra ses responsabilités par rapport à ce que la situation impose et le fera de manière à préserver la santé des populations. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Diop. Rebonjour Souleymane Niang. L'actualité internationale d'abord, la transition au Mali, l'ultimatum de la CEDEAO à la junte au pouvoir demain. Une délégation du CNSP attendue à Accra. Selon RFI, un avion affrété par le Ghana est attendu à Bamako pour assurer le transport de la délégation malienne. Il n'est pas exclu que le colonel Assimi Goïta fasse lui-même le déplacement. Les militaires ont d'abord l'intention d'écouter leurs interlocuteurs. Ensuite, ils reviendront sur les motivations du coup d'État et sur la question d'une éventuelle remise du pouvoir à des civils. Un interlocuteur proche de la junte confie à RFI qu'ils vont faire des propositions de sortie de crise. Les concertations nationales sur la transition se sont achevées samedi, mais les résultats ont déçu le M5 RFP. Sodatiam.
Le bureau politique national de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques ASMAN-CFP, prend acte de la tenue des concertations nationales à Bamako. Le parti de l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boumaï Maïga, qui a pris part aux travaux, salue l'esprit patriotique et le sens du dialogue qui ont prévalu entre les participants. À en croire son communiqué, l'ASMAN-CFP semble satisfait de la charte de transition et de la feuille de route. Ainsi, le parti invite l'ensemble des acteurs à s'engager dans la voie ainsi tracée pour la sortie de crise. Du côté du mouvement du 5 juin, le son de cloche est différent. Sur un ton fracassant, le M5 constate que le document final n'est pas conforme aux délibérations issues des travaux des différents groupes. Le mouvement dénonce des manipulations portant sur le point suivant: la reconnaissance du rôle du M5 RFP et des martyrs dans la lutte du peuple malien pour le changement. Le choix majoritaire d'une transition dirigée par une personnalité civile et le choix d'un premier ministre civil. Dans le communiqué, le M5 RFP ne comprend pas non plus les points sur les prérogatives du vice-président de la transition, la composition et le mode de désignation du président de la transition est l'acte fixant la clé de réparation entre les composantes du Conseil national de transition. Au Niger voisin, le ministre de la Défense conteste les conclusions de la Commission nationale des droits humains sur les massacres d'Inates. Massacres qui ont eu lieu en mars et avril dernier et qui ont fait 71 morts. La CNDH accuse des éléments de l'armée nigérienne d'être responsables de ces tueries de victimes civiles dont les corps ont été retrouvés dans plusieurs fosses communes dans la région. Selon le ministre de la Défense, l'armée ne se reconnaît pas à travers ces massacres. Il ajoute que c'est à la justice d'établir la vérité sur ce qui s'est passé. En Guinée, les experts de la CEDEAO fouillent le fichier électoral contesté. La CEDEAO a mandaté 3 experts en appui à la CENI. Objectif: rendre le fichier crédible, inclusif, transparent et fiable. Dédoublonnage, extirpation des mineurs, enregistrement des décès, disparités régionales qui suscitent la polémique, doublons persistants ou encore électeurs avec plusieurs cartes. Leur mission, Souleymane, se termine cette semaine avec un rapport confidentiel transmis au commissaire paix et sécurité. Pour finir, au Canada, le multiculturalisme et le bilinguisme perdent un ou une de ses pionnières. C'est bien ça. Alice Chrétien, c'est son nom, épouse de l'ancien Premier ministre Jean Chrétien, est décédée et le Canada pleure une grande dame du bilinguisme. Mamoudou Aïcha Ndiaye. Le Premier ministre Justin Trudeau a rendu un vibrant hommage à Aline Chrétien, qui était l'épouse de l'ancien Premier ministre Jean Chrétien. En ces mots, je cite, « Elle a fidèlement servi les Québécois et tous les Canadiens, défendu le multiculturalisme et le bilinguisme et contribué à nous rapprocher les uns des autres. » Après le Premier ministre, Justin Trudeau donc, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Philippe Champagne, qui a pleuré la disparition de Alice Chrétien. Une femme, dira-t-il, qui était toujours là, aux côtés de son mari. Une force tranquille. Une femme qui était la mère politique, la conseillère. Et le Canada lui doit beaucoup. C'est ainsi que le Canada exprime la compassion et le décès de Madame Aline Chrétien, qui a perdu une grande dame. Cette épouse de l'ancien Premier ministre donc, qui plonge son pays dans l'émoi et la tristesse. Les prochains jours seront consacrés pour rendre un vibrant hommage à cette dame pas comme les autres. Ici Montréal, Mamoudou Aïcha Ndiaye, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. À point de vue, tout à l'heure, nous discuterons de l'économie du Sénégal et du spectre d'une croissance négative à cause de l'épidémie de Covid-19. Quelles en seraient les conséquences et surtout comment amortir le choc? Nous en discuterons avec nos 2 invités du jour. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, Malal Diagne Junior. Merci Souleymane. Coupe d'Afrique de beach soccer au Sénégal, le responsable du football spécifique se prononce. Il s'agit de M. Oumar Gueye Ndiaye. Il est donc chargé du football spécifique à la Fédération sénégalaise de football. Pour lui, cette Coupe d'Afrique des Nations doit être organisée en 2021 pour une meilleure préparation et une meilleure organisation à tous les niveaux. Il s'est confié ce matin à Sodecham. La CAN du soccer de 2021, c'est une CAN assez spécifique parce qu'à priori, il devait s'organiser en 2020 au Rwanda.
Et donc, après le désistement de l'Ouganda, donc le Sénégal s'est porté candidat et la CAF nous a choisi. Donc nous sommes très fiers d'avoir été choisis par la CAF. Profiter pour remercier vraiment donc les autorités de ce pays. Aujourd'hui, quand même, il y a un certain nombre de points qui sont encore en réserve. La date exacte d'organisation n'est pas encore définie, donc il faudrait qu'on voit par rapport à la situation sanitaire, mais probablement autour du mois d'avril. Et aussi toutes les exigences autour de cette compétition, donc le cahier des charges approfondi devrait être aussi précisé par la CAF. Mais il est important de préciser que donc la CAF a quand même un comité d'organisation pour ces CAN. Donc c'est une CAN, donc c'est la CAF qui organise la CAN. Le Sénégal, qui est le pays donc qui va accueillir cette CAN-là, va mettre en place un comité local d'organisation, donc qui sera donc validé par le comité exécutif. Et dès que ce comité sera mis en place, on déploiera l'ensemble des actions nécessaires pour que le défi de l'organisation et la réussite donc de cette compétition soit garantie dans le futur. Donc, Président, vous confirmez que la prochaine CAN aura lieu en 2021? Probablement, oui. On pense que ce sera en 2021. Donc, en tout cas, c'est ce que nous souhaitons, ce que nous espérons. Donc, le président Senghor est en train de coordonner avec ses collègues de la CAF pour qu'effectivement que ça se passe autour du mars-avril 2021. Et nous parlons du Classico en France. Avec cette histoire de racisme évoquée par le joueur brésilien Neymar qui a été expulsé hier pour avoir tapé sur un joueur de l'Olympique de Marseille. Ces Marseillais justement ont été accueillis hier soir par des centaines de supporters à l'aéroport à Marseille. Et à leur descente d'avion, c'était la fête totale. Les chants pour galvaniser les joueurs, les feux d'artifice, mais également les fumigènes. Tout était au rendez-vous. Les Marseillais sont plus que jamais revigorés pour réaliser une très belle saison selon les dirigeants du club phocéen. Le football, c'est également la suite de la première journée de la première ligue anglaise avec aujourd'hui l'équipe de Wolverhampton qui joue contre Sheffield United de Brighton reçoit les Blues de Chelsea d'un ancien parisien. Il s'agit du défenseur central brésilien Thiago Silva. Et puis aujourd'hui, Malal, le Sénégal se souvient de feu Mawade Wade. Entraîneur, formateur, instructeur à la CAF et à la FIFA. Mawade Wade nous a quittés, c'était le 14 septembre 2004. L'un des grands entraîneurs saint-louisiens formés par Mawade Wade témoigne. Nous écoutons M. Babakarba. Wade nous a légué un héritage extraordinaire, immense. Mawade, je ne le vois pas seulement du côté du football. Il a été notre surveillant général à la section normale de Saint-Louis. Et c'est de là qu'il a commencé à nous encadrer en montant une équipe de football au niveau de l'UAC. C'est lui qui a pris tout en charge et il nous a bien encadré. Et c'est avec un suivi qui nous a valu même d'être sélectionné en équipe nationale A à l'âge de 17 ans, 18 ans. Mawade a beaucoup fait pour le Sénégal, il a beaucoup fait pour l'Afrique. Certains pays même qui allaient en Coupe du Monde l'appelaient pour les aider. Mawade est un monument, on ne le verra jamais. C'est un Saint-Louisien pur sang. Mawade a tout fait pour le Sénégal, il a tout fait pour Saint-Louis. Il a encadré le réveil de Saint-Louis, mais de par son régionalisme, des fois même quand une équipe comme la Ligue était en difficulté, il allait se développer et entraîner le club pour améliorer son rendement sur le plan résultat, sur le plan sportif. Il nous a amenés jusqu'au niveau de l'instructeur à la CAF. C'est un stage que nous avons fait au Maroc, à Rabat. Il ne se contente pas tout simplement à nous apprendre à taper dans un ballon ou faire des résultats sportifs, mais il a fait de sorte que nous allions l'instruction, la formation et l'éducation. C'est un grand éducateur. Paix à son âme, Suleiman. Amin. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. Il est 12h33. Accueillons maintenant Koumba Sandiane Faye pour l'actualité de la pandémie de Covid-19 Coronos. Sur 852 tests réalisés, 26 personnes sont testées positives au Sénégal. Informent les services du ministère de la Santé ce lundi. Aucun cas de décès n'est enregistré. Une régression de cas de contamination qui rassure. La pandémie continue de faire des ravages. L'Organisation mondiale de la santé a alerté ce lundi sur une hausse attendue du nombre de morts en octobre et en novembre en Europe. Cette hausse est la conséquence de l'envol du nombre de cas positifs ces dernières semaines sur le vieux continent, notamment en Espagne et en France. La pandémie a fait 921 097 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre selon un bilan établi. Plus de 28 819 490 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 19 133 300 sont aujourd'hui considérés comme guéris
guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 194 033 décès pour 6 516 861 cas recensés selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Le bilan s'est alourdi en Aveyron, avec le décès d'un 6e résident de l'EHPAD du Gloriade de Sévérac d'Aveyron. 4 résidents sont hospitalisés, une cinquantaine ont été testés positifs, tout comme une vingtaine d'employés qui ne peuvent plus travailler. Reconfinement national, c'est désormais une réalité en Israël. La population de l'État hébreu va être contrainte de se reconfiner au niveau national pour une durée d'au moins 3 semaines. Le taux d'infection dans le pays est à la hausse avec actuellement 153 217 cas de Covid-19, dont 1103 décès pour une population de 9 millions d'habitants. L'État hébreu est le 2e pays au monde ayant enregistré le plus de cas de nouveau coronavirus par habitant au cours des 2 dernières semaines après Bahreïn. Ce confinement annoncé va entrer en vigueur à partir de vendredi pour la fête de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et cela jusqu'au 9 octobre, ont précisé les autorités. Des annonces attendues à Bordeaux, Marseille et en Guadeloupe. Les Marseillais et les Bordelais sont dans l'attente. Les préfets doivent présenter ce lundi au Premier ministre Jean Castex leur plan d'action pour limiter la contagion du coronavirus dans ces régions. En Guadeloupe, le préfet a déjà annoncé de nouvelles restrictions qui seront précisées ce lundi, avec notamment la fermeture des bars et restaurants à 22 heures en semaine. À signaler que la France a enregistré 7183 nouveaux cas de Covid-19 détectés en 24 heures. Selon les données publiées ce dimanche par Santé publique France, le nombre de nouveaux cas avait franchi la barre des 10 000, un seuil record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays. Deuxième vague en Autriche, règle des 6 en Angleterre. L'Autriche a annoncé dimanche être en train dans une deuxième vague de la pandémie de Covid-19. Le pays a enregistré près de 870 nouveaux cas, dont plus de la moitié à Vienne. La deuxième vague déferle aussi au Royaume-Uni. Plus de 3500 nouveaux cas avaient été enregistrés, soit le pire bilan quotidien depuis le 17 mai. Conséquence, à partir de ce lundi, la règle des 6 entre en vigueur. Il est ainsi interdit de se réunir à plus de 6 personnes issues de foyers différents en Angleterre, mais pas dans les autres provinces du Royaume-Uni. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 14 septembre 2020, lue et commentée par Georges Détidiop. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est plutôt Mohamed Ali Mouba qui a signé la revue de presse du jour. Bonjour. Gestion des inondations à Dakar, guéguerre des leaders locaux pour les mesures d'assistance aux populations. Le journal Le Quotidien constate que parallèlement au plan Orsec déclenché par le président de la République, les acteurs locaux ont décidé de mettre la main à la poche pour participer à la lutte. Seulement, derrière ces actes de bienfaisance se cachent des luttes de pouvoir insoupçonnées entre leaders en quête de dividendes politiques. Hier, raconte le journal, la commune de Pékin-Ouest a connu une journée des plus mouvementée. Oui, bataille rangée évitée de justesse. Le face-à-face du maire Pape Gorguindong et Cheikh Tidiane Thiam, un responsable local, bataille par militants interposés. Chacun cherchant à montrer qu'il a fait mieux que l'autre en termes de moyens déployés pour évacuer les eaux. Dans le journal Sud Quotidien, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye lui fait feu sur Macky Sall, réquisitoire sur les inondations et la gouvernance politique. Pour Abdoul Mbaye, le Sénégal a eu 2 Macky Sall, le Macky de l'opposition et le Macky tout politicien lorsqu'il est arrivé au pouvoir. La Tribune évoque lui aussi la question et c'est pour donner la parole au PDG de D-Média, Bougane Gueye Dany, qui a fait une visite au niveau de la banlieue, le leader du mouvement Gumsabop, d'inviter les politiciens à éviter de surfer sur la souffrance des Sénégalais. Les sinistrés, justement, le quotidien effectue ce matin une plongée dans l'affaire de ces damnés. Le journal constate que les eaux ont englouti la totalité des maisons et malgré les mesures d'urgence, toujours rien. Soham Wardini, maire de la ville de Dakar, revient de ce voyage meurtri, choqué par les misères des populations là-bas. Selon Soham Wardini, interrogé par Sud Quotidien, il faudra faire quelque chose. Mais pour Abdoulaye Makhtar Diop, il faut aller plus loin. Pour le grand Serigne de Dakar, tous ceux qui sont mêlés à la gestion de l'assainissement doivent être entendus. Il s'est confié à nos confrères de l'I Quotidien. Le journal L'Info, pour sa part, estime que les populations, bien que sinistrées
administrés ne sont pas exempts de reproches dans cette affaire. Beaucoup d'inconscients ont des comportements qui participent à boucher les passages des eaux pluviales, les regards, les égouts notamment. Avec l'exode rural aussi, les villes sont surchargées. Plus de 45 à 50% des habitations de Dakar dans un statut irrégulier. L'impact de la pandémie à présent sur l'économie du Sénégal, l'informel chope le virus de la crise, informe Vox Populi. L'économie informelle presque à terre. Ongorgorlou se confie au journal. Il dit « Je ne gagne presque plus rien ». Pour Aladian de Unakoyesal, nous devons changer de modèle économique. Changer de modèle ou de slogan. Macky Sall à la recherche de notre fast-track, écrit l'Observateur. Invité à s'expliquer, Seydou Gueye, chargé de communication à la présidence, estime que les stratégies de développement économique ont subi un choc extérieur avec la pandémie. La pêche sénégalaise, elle aussi dans le noir. Enquête nous dit que les poissons sont en eau au trouble. Les acteurs ont presque tout perdu. Dans le journal Les Échos, Thierno Bokoum démonte point par point Ousmane Sonko. C'est au sujet du statut du chef de l'opposition. Pour lui, certains cherchent à reléguer le débat au second plan, faute de pouvoir faire preuve de leader éligible. Ceux qui disent ne pas en faire une priorité en font justement la priorité de leur prise de parole. Le statut de l'opposition et son chef est acté par le peuple souverain depuis le référendum de 2016. Fin de citation. Toujours dans le journal Les Échos, le projet immobilier d'Econ City, le très grand bluff, titre le confrère. Ousmane Faye, architecte, de dire on ne peut pas construire une ville privée dans un pays souverain. La durée des travaux 2021-2029 est très courte. Ce n'est pas possible. Construire une ville, ce n'est pas bâtir une maison. Imam Kanté continue de tirer à boulet rouge sur Econ. Ce projet, selon lui, est une grande nébuleuse. Le Forum civil demande en tout cas des explications sur le montage financier, l'actionnariat, la propriété de l'asset foncière, l'ordre juridique applicable à la cité, le mode de gestion, de gouvernance et de fonctionnement. Dans le journal LAS, Macky Sall est-il prêt à faire un remaniement? Selon le confrère, il a évoqué un gouvernement en tout cas élargi. C'était au cours d'une conférence des leaders de Benno. Dans le journal Libération, terrorisme, un djihadiste allemand arrêté à AIBD. Selon le confrère, l'homme a combattu en Syrie. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par son pays. Et puis dans Sunulam, combat Tafatine Boyan 2, Baol Molo menace de se retirer. L'agent de Tafatine, Elash Chun, relève en tout cas que son écurie a signé un contrat bien liblé avec Yalis. Par conséquent, ils ne peuvent pas nous déstabiliser. Fin de citation. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h42 minutes, bienvenue à Point de vue avec cette question. Quelles seraient les conséquences d'une croissance négative et surtout comment amortir le choc au plan socio-économique? C'est la question autour de laquelle nous allons discuter avec nos deux invités du jour. J'ai nommé le docteur Seydina Omar Sey, économiste consultant. Docteur Sey, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Maïssa Babou, économiste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. Babou, bonjour. Bonjour Soleiman. Alors, vendredi, lors de la revue conjointe de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, le ministre de l'économie et du plan, Amadou Hott, a annoncé que le Sénégal, si la tendance actuelle se poursuit, aura une croissance négative à moins 0,7%, ce qui viendrait s'ajouter naturellement à une récession officielle qu'on aurait au bout de 3 trimestres avec la baisse du PIB. Alors ça, c'est ce que nous savons officiellement. Comment clarifier ça en termes économiques? Maïssa Babou, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'implication de cette croissance négative sur l'économie et sur le tissu social du Sénégal d'après vous? Une récession économique qui signifie une baisse drastique des activités économiques du pays, avec des conséquences sur le plan fiscal, baisse des recettes fiscales, une conséquence aussi sur les portes d'entrée du Sénégal, baisse des recettes douanières, mais une récession, c'est aussi des entreprises qui sont en difficulté et un chômage massif. Quand on prend par exemple l'exemple de plus de 40% des PME qui sont aujourd'hui presque à terre et qui ne peuvent plus travailler, on sent nettement que c'est une catastrophe à la fois économique et sociale.
cette situation, je m'en doutais tout de même. Tout de même, je dois dire que... Vous l'avez dit il y a quelques semaines, quelques mois, effectivement. Oui, moi je n'avais même pas cru au 1,1%, parce qu'on n'était pas encore entré seulement dans l'hivernage. Alors que tout le monde connaît le poids économique de notre hivernage, de notre agriculture au Sénégal. Et ensuite, parce qu'on n'a jamais été confiné totalement, alors que normalement notre taux de croissance repose sur le secteur financier qui n'a jamais été à l'arrêt, sur les téléphones qui n'ont jamais été à l'arrêt. Moi, j'étais un peu sidéré de voir qu'on nous avait même ramené à 1,1. Maintenant, quelles sont les informations sur lesquelles la Banque mondiale s'est basée pour sortir tout cela? Je ne peux plus, en tout cas, défendre quelque chose que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, à ce rythme, le Sénégal risque de payer très cher cette note-là, parce que non seulement on sera dégradé, mais on a toujours dit que notre endettement était soutenable, tant qu'on avait une bonne croissance. Alors, si vous mettez tout ça dans une assiette, alors ça vous donne quand même le tournis. Hein. Très bien. Merci, M. Babou. Docteur Seydina Omar Faye, il faut le dire, hein, l'économie va de Caraïbes en Silla si l'on en croit les prévisions pessimistes qu'on a entendues la semaine dernière. Messa Babou évoquait tout à l'heure l'agriculture. Est-ce que vous pensez, après avoir analysé justement la situation, que l'agriculture pourrait être la bouée de sauvetage justement pour amortir le choc de cette récession? Ok, en fait, avant d'aborder le point par rapport à l'agriculture, donc je salue au passage le professeur Maïssa Babou. Donc voilà, mais cela dit, il faudra voir, hein, avant de revenir sur ce point, que par rapport à cette récession-là que nous allons vivre, certes, mais il faudra juste rappeler que toutes les économies du monde sont en panne. Maintenant, c'est en fonction des degrés de récession que des pays pourront, par exemple, développer des stratégies qui leur permettront, quand, par exemple, les standards macroéconomiques qui sont des clignotants à l'orange, mais une fois le jour d'après, vont passer au vert. Maintenant, pour le cas présentement du Sénégal, mais nous ne sommes pas au feu rouge, tout simplement. Nous n'avons pas encore des clignotants au vert, mais par contre, on a eu à développer des stratégies qui nous ont permis, par exemple, de tenir. Maintenant, il y a tout simplement des seuils de récession en deçà duquel l'ensemble des équilibres macroéconomiques sont rompus. Ce n'est pas encore pour le moment le cas du Sénégal. Et quel est ce seuil, d'après vous? Non, la plupart du temps, selon des statistiques et des revues données, hein, tout simplement, c'est carrément lorsqu'on dépasse, par exemple, les moins 2. Mais on n'est pas encore à des seuils critiques qui vont nous enfoncer à rompre, par exemple, les équilibres macroéconomiques. Cela dit, par rapport à l'agriculture, bien entendu, c'est vrai que l'agriculture serait l'un des leviers sur lesquels, par exemple, le Sénégal pourrait compter tout simplement pour amortir le choc économique, tout simplement. Très bien. Maintenant, le choc économique, parce que déjà la récession, c'est clair, on va vivre la récession. Maintenant, on n'est pas arrivé à des degrés de récession qui vont rompre les équilibres macroéconomiques. Maintenant, il ne s'agit pas de faire une bonne campagne agricole, par exemple, pour atténuer l'impact. Cette campagne agricole doit être, par exemple, l'une des plus, par exemple, optimales en termes d'efficience, en termes de commercialisation, de consommation locale, de tout ce que vous voulez, tout simplement. Très bien. Enfin, tous les leviers sur lesquels le gouvernement compte s'appuyer pour relancer, notamment dans le cadre du plan d'action prioritaire 2, ajuster et accélérer. Donc, PAP 2A. Maïssa Babou, sur ce PAP 2A, vous avez déjà évoqué le volet agriculture, mais il y a les filets sociaux dont parlait en filigrane le docteur Seydina Omar Sey tout à l'heure en parlant de ce qui jusqu'à présent a permis de tenir. Il y a ces filets sociaux. Est-ce que ces filets sont toujours tenables? Les cash transferts et autres appuis en aide alimentaire, etc., plus les bourses familiales notamment. Non. Quand ce rapport est très clair, hein, encore, je salue d'abord, hein, Seydina, excusez-moi, mon co-débatteur. Je ne suis pas d'accord sur des niveaux de récession. Non, nous sommes en récession. Tous les agrégats macroéconomiques ont rompu. Il y a un déficit budgétaire qui se creuse. Il y a la balance commerciale qui se creuse.
il y a un taux de chômage qui se creuse et il y a 1 million de ménages sénégalais qui entrent dans la pauvreté. Et le chômage devient massif avec tout. Tantôt, quand je vous parlais d'entreprises qui sont en train de déflater. Donc, nous sommes tous les agrégats sont au rouge. Je suis désolé, mais nous sommes un pays aujourd'hui en panne. Le problème maintenant, ce n'est plus ça. Ce constat est réel et c'est pas moi qui le dis. Maintenant, il faut se lancer dans un PAP 2. Un PAP 2 ou bien PS2 révisé. Et révisé comment, par rapport en tout cas à une annonce du chef de l'État qui prenait l'agriculture comme en tout cas un volet majeur, je suis d'accord, mais pas avec les 20 milliards qu'il avait annoncé. Moi, je crois qu'il nous faut être dans une réorientation stratégique de notre vision de développement, comprendre que on peut s'en sortir, mais il faut aller non seulement vite, très bien. La seule question ici, c'est un bémol pour moi que je me pose, c'est avec quels moyens, quand on connaît le niveau d'endettement de ce pays. Mais il faut y aller vite, parce que j'ai vu un chiffre de 700 milliards, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver ça. Mais aller vite, c'est renforcer l'agriculture dans le sens d'une autosuffisance, parce que ça, c'est une conséquence de la pandémie. Tout le monde sait que nous sommes trop fragiles. Renforcer l'agro-industrie. Il nous faut aller dans ce sens-là pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur ajoutée, pour soutenir davantage notre tissu économique. Alors, oui, malheureusement, on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof. Les 700 milliards qu'évoquait Meissa Babou tout à l'heure, c'est le différentiel entre le PAP 2 tel qu'il existait avant la crise et le PAP 2 accéléré et ajusté qui est estimé à 14 700 milliards à peu près. Merci à tous les deux. Donc, on vous retrouve dans l'édition en Wolof à 12h51. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous la présenter. El Hadj Ndiogou à la coordination. Mise en onde assurée par Abdoulaye Diop. Mise en ligne Yassine Pouy. À 13h, retrouvez Pape Ngagne Ndiaye.